Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une série de documents qui tournent autour d'une question qui a longtemps flotté dans l'air. Oui, celle des rumeurs sur le mariage de Michelle et Barack Obama. Exactement. À l'approche de ses 60 ans, des sources promettent des confirmations de sa part. Alors notre mission, c'est de voir ce qu'il y a vraiment derrière ce mot. Et pour ça, on va vite comprendre que la clé, elle n'est pas tant à la Maison-Blanche Non, que dans leurs histoires personnelles, bien avant qu'ils ne deviennent les Obama. c'est la bonne approche. Parce que sinon, on tombe vite dans le magazine People. Tout à fait. Ce que ces documents nous proposent, c'est de retracer deux parcours, deux vies vraiment différentes, presque opposées, pour comprendre comment leur rencontre a pu créer cette alchimie. Si puissante, oui. Mais aussi, peut-être, des zones de friction. C'est l'histoire de deux mondes qui se rencontrent. Alors commençons par le premier monde, celui de Michelle LaVaughn Robinson, née à Chicago en 1964. C'est ça. Dans un foyer qu'on pourrait qualifier de stable, de classique. Son père, Fraser, travaillait à l'usine de traitement des eaux et sa mère, Marianne, était au foyer. On est dans le quartier du South Shore, une enfance très structurée. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est ce que les sources révèlent sur ses racines, bien plus lointaines. Ah oui, C'est une histoire américaine d'une profondeur incroyable. Du côté de son père, elle descend du peuple Gula de Caroline du Sud. c'est une communauté très particulière, non? Très. C'est une communauté afro-américaine qui a préservé une culture et une langue unique, très proche des racines africaines. Son arrière-arrière-grand-père est né esclave en 1850. C'est fou. Et du côté maternel, l'histoire est encore plus poignante. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Melvinia, était esclave. Et des recherches ADN suggèrent Oui, que l'un de ses enfants a été conçu avec le fils de son propriétaire, un jeune homme de 20 ans. incroyable. C'est une histoire de complexité, de survie qui est gravée dans son ADN, littéralement. Absolument. Et est-ce que les sources font un lien entre cette histoire, cette résilience, et la manière dont elle a géré la pression plus tard? Elles ne le disent pas comme ça, mais le parallèle est saisissant. On apprend que son père, qui était atteint de sclérose en plaques, a été pour elle un modèle de détermination. Ah d'accord. Et cette force de caractère, elle l'a très vite investie dans ses études. C'était une élève brillante, elle a sauté une classe, intégré un programme pour surdoués. Et il y a ce détail qui m'a marqué, les 3 heures de trajet par jour pour aller au lycée Whitney Young. C'est ça. C'est dingue d'imaginer cette discipline chez une ado, quoi. Une discipline qui l'amène jusqu'à Princeton. Et c'est là apparemment que le vernis se craquelle un peu. Oui, Les textes disent qu'elle s'est sentie en total décalage. On lui avait même conseillé de ne pas viser trop haut. c'est terrible. Elle arrive de la classe ouvrière, première de sa famille à l'université, et elle débarque dans un monde où certains de ses camarades ont des BMW. Le choc culturel a dû être immense. Un choc, oui, et une prise de conscience. Il y a un incident qui est particulièrement révélateur. Lequel? La mère d'une de ses colocataires blanches aurait demandé à ce que sa fille soit changée de chambre. À cause de la couleur de peau de Michelle. C'est ça. Et c'est durant ces années, entre Princeton et Harvard Law, qu'elle a vraiment dû forger son identité, se battre et affirmer sa place de femme noire dans des institutions d'élite. C'est là qu'elle a trempé son caractère. On le voit d'ailleurs dans sa thèse de sociologie, non? Elle étudiait les liens que les diplômés noirs de Princeton gardaient avec leur communauté. Oui, et c'est très intéressant. Elle pensait qu'ils resteraient très très connectés. Et ce n'était pas le cas. Non, elle a découvert que la réalité était bien plus complexe. Le fait qu'elle se soit heurtée à une conclusion qui allait contre son intuition, ça en dit long. Est-ce que ça a influencé ses choix après? Absolument. On peut y voir le début de son engagement. Après son diplôme de droit à Harvard en 88, elle ne s'est pas contentée d'intégrer un grand cabinet. Non, elle a fait plus. Oui, on apprend qu'elle a participé à des manifs pour qu'on recrute plus de profs issus des minorités et qu'elle a aidé des locataires défavorisés. Son mentor de l'époque disait qu'à Harvard, elle a enfin réussi à réconcilier son intelligence et son identité noire. Elle n'avait plus à choisir. Sa carrière démarre donc dans ce fameux cabinet Sidley Youngstein à Chicago, spécialisé en propriété intellectuelle. Et c'est là, bien sûr, que l'histoire bascule. C'est le tournant. Mais avant ça, son parcours est déjà impressionnant. Elle quitte vite le monde de l'entreprise pour le service public, elle travaille pour la mairie de Chicago, puis elle prend la tête d'une association Public Allies. Et là, elle bat des records de collecte de fonds. On voit clairement une trajectoire qui s'éloigne du profit pour se rapprocher du service de la communauté. Elle a trouvé sa voie. Oui, Mais il y a un détail qui est tellement révélateur de ce qui l'attend. Un peu plus tard, elle siège au conseil d'administration de Treehouse Foods, un gros fournisseur de Walmart. d'accord.
On apprend qu'elle a démissionné de ce poste juste après que son mari, en pleine ascension politique, a publiquement critiqué les pratiques de Walmart. Ah oui, c'est le premier signe tangible. C'est ça, le premier signe que sa carrière à elle est en train de s'entremêler avec les ambitions de quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, c'est Barack Obama, dont le parcours, alors là, ne pourrait pas être plus différent. On est à des années-lumière du South Side de Chicago. Carrément. Né à Hawaï en 1961, d'une mère américaine du Kansas et d'un père kényan qu'il a à peine connu. Une enfance entre Honolulu et l'Indonésie. C'est un parcours cosmopolite éclaté. Et c'est précisément ce contraste qui a été le moteur de leur attraction. La rencontre a donc lieu dans ce cabinet Sidley & Austin. Où ils étaient parmi les très très rares employés noirs. Exactement. Elle, l'avocate déjà établie, et lui, le stagiaire d'été brillant dont elle doit être la mentor. Et leur premier rendez-vous est devenu mythique. Le film de Spike Lee, Do the Right Thing. Quand même, un choix qui n'est pas anodin pour un premier encart. Ça pose les bases. Disons que ça lance la discussion. Barack Obama a lui-même dit que ce qui l'avait attiré, c'était justement ça. Leurs éducations si différentes. D'un côté, la stabilité, les racines profondes de Michelle. Et de l'autre, son propre parcours beaucoup plus nomade, plus complexe. Ils se marient en 92. Et ils construisent leur famille, mais pas sans difficulté. Les sources parlent d'une fausse couche. Oui, puis du recours à la fécondation in vitro pour avoir leurs 2 filles, Malia et Sacha. Et déjà à ce moment-là, on sent la tension qui monte entre la vie de famille Et la carrière politique de Barack, qui commence à décoller de manière spectaculaire. L'ascension est fulgurante. Oui, sénateur de l'Illinois, puis ce fameux discours à la Convention démocrate de 2004 qui le révèle au monde entier, le Sénat américain et enfin la présidence en 2008. Et à chaque étape, leur couple et leur famille se retrouvent un peu plus sous les feux des projecteurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pendant ces années, Michelle Obama a complètement réinventé le rôle de première dame. Fini l'image purement décorative. Absolument. Elle a utilisé cette plateforme pour lancer des initiatives très concrètes. Il y avait Let's Move contre l'obésité infantile, Joining Forces pour les familles de militaires. Reach Higher pour l'éducation, Let Girls Learn. Et c'est ça, elle s'est attaquée à tout. Elle n'était plus seulement une figure symbolique, elle est devenue une véritable actrice du changement social, mais sur la plus grande scène du monde. Et c'est là qu'on en arrive au cœur du sujet. Une vie aussi publique, ça amène une pression et un examen constant. Forcément. Ce qui nous amène à ces fameuses confirmations. Les documents sont clairs. Le couple a fait l'objet de rumeurs d'infidélité. Et Michelle Obama elle-même a parlé très ouvertement du fait qu'ils avaient suivi une thérapie de couple. Oui, et ça c'est déjà une forme de confirmation en soi. La confirmation que leur mariage n'était pas le conte de fées parfait que certains voulaient voir. Mais une relation réelle, avec des hauts et des bas. Voilà. Mais la rumeur la plus tenace, celle à laquelle les sources font allusion, vient de bien avant la Maison-Blanche. Elle est liée à une femme nommée Sheila Miyoshi Jagger. La relation très sérieuse que Barack Obama a eue avant Michelle. Exactement. Et c'est là que les choses se compliquent. Un livre, Rising Star, qui est cité dans nos sources, révèle que Barack l'a demandé en mariage. 2 fois. 2 fois. Et elle a refusé. Leur relation s'est terminée en 1987. Et il a rencontré Michelle juste après. Mais alors, où est le problème ? Le point de friction, celui qui alimente toute la spéculation, se situe en 1990. Sheila Jagger revient aux États-Unis. Barack, qui est alors déjà en couple sérieusement avec Michelle, Oui. aurait continué à la voir sporadiquement. C'est de là que vient toute l'insinuation d'une infidélité, au tout début de leur histoire. Donc, pour être bien clair, la rumeur repose sur ça. Au début de sa relation avec Michelle, il aurait continué de voir son ex avec qui il avait été très sérieux. C'est ça, le nœud. C'est exactement ça. Et la conclusion de nos sources sur ce point est... Crucial. C'est-à-dire... Il est très clairement indiqué que ni Barack ni Michelle Obama n'ont jamais, au grand jamais, confirmé ou démenti publiquement cette rumeur spécifique concernant Sheila Jagger. D'accord. Donc le mot « confirmation » est trompeur. Très trompeur. La source préfère mettre en avant leur engagement, leur résilience, leur affection évidente, en les présentant comme un symbole de force face aux épreuves, qu'elles soient privées ou publiques. En résumé, ce qu'on a découvert en plongeant dans ces documents, c'est que les confirmations, ce ne sont pas un aveu d'infidélité. Pas du tout. C'est plutôt une reconnaissance honnête et courageuse que tout mariage, même celui du couple le plus scruté au monde, est un travail de tous les instants, plein de défis. Tout à fait. Et on comprend mieux que l'union de 2 parcours aussi différents a pu être à la fois une force incroyable et une source de complexité. Oui, et ça soulève une question finale assez fascinante, je trouve.
Ces documents montrent à quel point l'histoire personnelle façonne une relation. Hmm. Pour un couple dont l'image publique est si liée à un récit de force, d'unité, presque de perfection, on peut se demander si le fait d'admettre avoir suivi une thérapie, ce n'était pas seulement un acte d'honnêteté, Mais aussi une stratégie. peut-être une stratégie nécessaire. Une façon de reprendre le contrôle de leur propre histoire et de réclamer une part de leur réalité privée face aux mythes qu'ils étaient devenus. C'est une question intéressante, non ?